Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All of That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui on vous propose un épisode consacré au prochain film que nous allons montrer dans notre cinéma club. Il s'agit de Une étoile est née de George Cukor, A Star is Born. On va tout vous dire sur ce film, mais d'abord on vous indique que cette projection aura lieu le 15 janvier, le dimanche 15 janvier, à 17h, comme d'habitude au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux et nombreuses. Alors le film dont nous allons parler aujourd'hui, principalement lors de cet épisode, c'est la version de A Star is Born de 1954. Donc comme l'a dit Anna, le film de George Cukor, écrit par Moss Hart et évidemment comme star Judy Garland et James Mason. On précise qu'il s'agit de la version de 54 puisque A Star is Born est un film qui a connu 4 adaptations. La première a eu lieu en 1937 avec Janet Gaynor et Frederick March, la troisième en 1976 avec Barbara et Chris Christopherson et la quatrième en 2018 avec Lady Gaga et Bradley Cooper. On vous dira quelques mots en fin d'épisode de ces autres versions. Alors, de quoi ça parle Une étoile est née ? C'est pour ces 4 versions, en gros, la même structure narrative, mais là je vais vous pitcher le film de 54. Norman Maine est un célèbre acteur dont la carrière est sur le déclin, notamment à cause de son alcoolisme. Il rencontre Esther Blodgett, une jeune chanteuse très talentueuse. Il la convainc qu'elle a ce qu'il faut pour devenir une star de cinéma et l'introduit auprès des studios. Il tombe amoureux et Esther devient une star de comédie musicale sous le nom de Vicky Lester. Il se marie, mais à mesure que sa carrière à lui décline, Norman supporte mal le succès de sa femme. Alors ce film de 1954, on va vous dire quelques mots de son développement. Star is Born, c'est avant tout un projet de Judy Garland et de Sid Luft, qui est alors son 3e mari. Et c'est un projet vraiment pensé pour le retour de Judy Garland au cinéma. Oui, puisqu'elle n'avait pas fait de film depuis Summerstock en 50, elle avait été ensuite renvoyée du tournage de Royal Wedding et ça avait été la fin de son contrat à la MGM. Donc pour produire ce film, Sid Luft et Judy Garland créent la société Transcona Enterprises. Et Transcona va avoir un contrat de coproduction avec Warner Bros. Ce contrat devait originellement être valable pour plusieurs films, le premier d'entre eux devant donc être A Star is Born, mais finalement ils ont tellement exaspéré Warner Bros. Avec des problèmes de retard, de dépassement de budget, que ce sera le seul film coproduit entre Transcona et Warner. Il faut savoir que Judy Garland avait déjà incarné Vicky Lester dans une version radio, puisque dans les années 40, c'était assez courant de faire les films à la radio. Et en décembre 1942, elle avait, lors de l'émission Lux Radio Theatre Broadcast, incarné donc le rôle de Vicky aux côtés de Walter Pidgeon. C'était une version non musicale à l'époque, d'ailleurs tout comme l'était le film de 1937. Mais évidemment, lorsqu'on va repenser ce Star is Born pour le retour de Judy Garland en 1954, cela deviendra une comédie musicale. Le film est donc réalisé par George Cukor. Cukor, on ne le présente pas, c'est un immense cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood qui s'est illustré dans de nombreux genres hollywoodiens, de la comédie au mélo en passant par le thriller. C'est notamment le réalisateur du film The Philadelphia Story avec Katharine Hepburn en 1940. Alors, Une étoile est née, c'est sa première comédie musicale, il en fera ensuite 3 autres. Les Girls en 57 avec Gene Kelly, Le Millionnaire en 60 avec Marilyn Monroe et Yves Montand, c'est le film où il y a le fameux numéro My Heart Belongs to Daddy, et My Fair Lady en 64, on avait fait un épisode dessus, vous pouvez vous y rapporter. On avait d'ailleurs aussi, à l'occasion de cet épisode, rappelé que Cukor avait quand même failli, dès 1939, réaliser Le Magicien d'Oz. Alors en fait, il n'a pas tourné d'image, mais il fait partie des nombreux réalisateurs qui se sont un petit peu cassés les dents sur le film. Mais en fait, on doit à Cukor le look de Dorothy que nous lui connaissons au niveau de la coiffure, du maquillage et du costume. Donc il a quand même déjà donné sa patte à une comédie musicale, et pas des moindres. Et par ailleurs, il aurait été approché en 1937 pour réaliser la première version de Star is Born, mais il aurait renoncé, pensant que ça ressemblait trop à son propre film de 1932 qui s'appelait What Price Hollywood. Quelques mots de la distribution de cette version de 1954. Bon, on l'a dit, hein, évidemment, il y a Judy Garland. On va pas vous faire l'affront de vous représenter cette immense star de la comédie musicale.
Elle n'avait pas fait de film, donc depuis son départ anticipé de la MGM en 1950, elle s'était alors tournée vers une grande carrière de concertiste. Elle avait donc connu déjà plusieurs très très grands succès sur scène aux États-Unis comme à Londres. Mais pour plus d'informations, vous pouvez écouter notre double épisode qu'on a consacré à elle il y a quelques années, où si vous voulez plus d'infos, vous saurez tout dans cet épisode. Pour lui donner la réplique, et donc pour incarner le rôle de Norman Maine, James Mason, qui est un acteur britannique qui avait déjà une longue carrière derrière lui lorsqu'il émigre à Hollywood dans les années 40, et donc à son actif, on a plus de 130 films, dont Le Piège de Ian Huston, Lolita de Stanley Kubrick. Il est aussi dans L'Affaire Cicéron de Mankiewicz, et il fait le méchant dans La Mort aux trousses. Et A Star is Born va lui valoir sa première nomination aux Oscars. À savoir que Cary Grant et Stewart Granger ont également été envisagés pour ce rôle de Norman Maine. On a également au casting Tommy Noonan, qui joue le pianiste ami de Vicky. On l'a notamment vu dans le rôle du fiancé de Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes. Je l'avais pas du tout reconnu. Ah, c'est clair. Comme maintenant que tu le dis, oui, mais oui, j'avais pas du tout fait le lien. Dans Les Hommes préfèrent les blondes, il a des lunettes, ça change tout. Ah bah oui, c'est connu, hein. Quand tu enlèves tes lunettes, ça change tout. Aussi à l'affiche de Star is Born, Jack Carson, qu'on connaît bien parce qu'on la voit dans plusieurs comédies musicales de la Warner de la fin des années 40, et notamment plusieurs films avec Doris Day. Ici, il va jouer le rôle absolument horrible du mec de la com des studios. Je me souvenais pas que son personnage était aussi affreux. En le revoyant, ça m'a vraiment horrifiée. Oui, on va y revenir. Et dans le rôle du chef du studio, on a Charles Bickford, un second rôle fréquent de l'âge d'or hollywoodien qui a été nommé 3 fois aux Oscars. Alors, parlons désormais de la musique du film. Les chansons ont été composées par Harold Arlen, donc qui est notamment compositeur des Magiciens d'Oz, et écrites par Ira Gershwin, le frère et parolier de George Gershwin. Ça concerne la plupart des chansons, à quelques exceptions près qu'on va vous mentionner pendant ce petit passage en revue des numéros. Le premier numéro du film, c'est un numéro qui a lieu sur scène et qui s'intitule « Gotta Have Me Go With You ». Alors c'est un numéro de Vicky sur scène avec 2 boys qui l'accompagnent, et en fait elle va être gênée par l'arrivée de Norman sur scène qui est complètement ivre, et c'est un passage assez intéressant même en termes de narration, de caractérisation des personnages, puisqu'on voit le talent de Esther, parce qu'elle s'appelle pas encore Vicky à ce moment-là, puisqu'elle va continuer, c'est un peu the show must go on, et elle va intégrer l'ivresse de Norman à son numéro, lui permettant ainsi de sauver la face. Premier solo de Judy Garland dans le film, ça va être la chanson absolument mythique The Man That Got Away, qui deviendra aussi un classique du répertoire de Judy Garland. Alors dans la narration, c'est un moment où Norman se rend dans un bar où il sait qu'il va trouver Vicky. Elle jamme avec ses musiciens et ils vont se lancer donc dans cette magnifique chanson. C'est le moment un peu de la révélation du génie de Vicky et aussi de Judy, même si c'est pas vraiment une révélation, mais voilà, ça nous le montre à nouveau. Le numéro est filmé en plan séquence avec des mouvements de caméra discrets mais très beaux qui suivent les mouvements de Judy Garland. Et alors qu'on est du point de vue de Norman à ce moment-là, il n'y a aucun contre-champ sur lui pendant la chanson, on peut absolument pas couper un tel moment de grâce. Oui, c'est vraiment une chanson aussi de présentation du personnage, où, même si on avait aperçu ses talents dès le premier numéro, c'est vraiment ici qu'elle se révèle comme chanteuse exceptionnelle. Je trouve que dans ce numéro, l'interprétation de Judy Garland est assez différente de ce qu'elle faisait dans ses films à la MGM quelques années plus tôt. Elle va vraiment faire des très grands gestes, ouvrir très grand la bouche quand elle chante. Je trouve que son style devient plus dramatique, encore plus intense, alors que on sait qu'elle est déjà caractérisée beaucoup par son intensité. Mais dans cette scène, il me semble qu'on voit vraiment l'influence du style qu'elle a entre-temps donc développé sur scène, et de ce style de chant aussi qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans les captations du Judy Garland Show. C'est une scène qui a donné beaucoup de fil à retordre à Cukor, parce qu'en fait il y a eu 3 versions de cette scène, notamment en termes de lumière, de costumes, d'interaction entre Judy Garland et les musiciens. Cukor avait une idée vraiment précise de l'atmosphère qu'il voulait à la scène, notamment il voulait qu'il y ait une grande impression d'intimité, que Judy soit la seule éclairée avec des musiciens un petit peu plus dans la pénombre. À propos de ces différentes versions, je vous renvoie notamment à ce que nous en avait dit Pauline Le Gall lors de notre fameux épisode sur Judy Garland, et elle avait également aussi écrit un billet de blog à ce sujet. On vous y renverra aussi.
Et il faut savoir que sur YouTube, on peut voir la comparaison de ces 3 versions du même numéro. C'est assez intéressant. Numéro suivant du film, c'est une longue séquence qui s'intitule Born in a Trunk, d'une musique de Roger Edens et de paroles de Leonard Gersh. C'est une séquence qui est ajoutée à la fin de la production, puisque en fait, après un premier montage, il semblait manquer quelque chose qui exprime l'idée que Vicky est enfin devenue une star. Et donc c'est le rôle que va jouer cette longue séquence Born in a Trunk, qui est un spectacle dans le spectacle. C'est une séquence qui n'a pas été tournée par Cukor, qui était déjà partie sur un autre film, sur Bowani Junction, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il désapprouvait plutôt cette séquence, George Cukor, mais finalement, elle est restée et elle fait partie des moments très très marquants du film. Je crois qu'elle a été tournée par Roger Edens. À ce moment-là de l'action, Vicky et Norman se rendent à la première du premier film important tourné par Vicky, et donc, comme tu l'as dit, c'est un spectacle dans le spectacle, donc c'est en réalité un passage du film à l'intérieur du film. C'est très méta, mais vous allez voir, tout le film est extrêmement méta. C'est assez long au milieu du film, c'est vraiment surprenant, j'avais oublié à quel point c'était un passage qui prenait beaucoup de temps. Ça se rapproche un peu des Dream Ballet qu'on a vus dans On the Town, Un Américain à Paris, Bandwagon, on vous a déjà parlé de ça. Et donc dans ce numéro, le personnage raconte ses débuts dans le spectacle. C'est un numéro très stylisé qui fait beaucoup penser, je trouve, au ballet Broadway Mélodie de Chantons sous la pluie, avec un personnage qui recherche la gloire, qui va frapper à la porte des agents, etc. Et donc, à l'intérieur de l'histoire, le personnage devient chanteuse, donc il y a plein de chansons à l'intérieur de la chanson même. Et ces chansons-là, ça va être... oui, c'est encore une fois très méta. Et ces chansons-là, ça va être des standards des années 10 à 30. On y retrouve notamment I'll Get By de Roy Turk et Fred Alert, You Took Advantage of Me de Rogerson Hart, Black Button de Perry Bradford, Le Peanut Vendor de Moses Simon, My Melancholy Baby de Ernie Burnett et George Norton, et le numéro le plus connu, Swanee de Gershwin. Ouais, c'est une chanson connue de Gershwin qui a souvent été chantée par Judy en concert, et notamment dans son célèbre enregistrement du Carnegie Hall. On retrouve ici une tendance tout à fait habituelle des comédies musicales de l'âge classique, à un moment du film, insérer un petit peu un pot pourri de chansons populaires des années précédentes, aussi on va dire dans une veine nostalgique, parce que bon, évidemment, il faut bien comprendre que ce sont des airs extrêmement connus pour tous les Américains de l'époque. On avait un petit peu ça aussi dans East Parade, le medley de chansons anciennes qui interrompent une partie du film. Bon, même si dans East Parade, c'était davantage justifié, puisque le film se déroulait au début du siècle. Autre chanson, autre numéro backstage, Here's What I'm Here For, chanté par Vicky. À l'intérieur du film, c'est une chanson qui est enregistrée par Vicky pour un film qu'elle va tourner. C'est pas tant la chanson ni le numéro en lui-même qui est intéressant, c'est plutôt la scène dans laquelle elle s'intègre. C'est une scène assez étonnante, puisque donc ça se passe dans un studio d'enregistrement, et à un moment les techniciens du studio enregistrent une conversation privée entre Vicky et Norman, conversation qu'on n'entend pas à ce moment-là, on les voit simplement parler, puis ensuite ils vont diffuser le son à toute l'équipe, et donc le spectateur du film, comme les personnages à l'intérieur du film, vont entendre cette conversation, et en fait on découvre qu'ils sont en train de parler de l'idée de se marier. Il y a un effet comique et d'ailleurs les personnages en rient, mais ça va être un premier indice que leur vie privée n'est plus si privée que ça. En le revoyant, moi j'ai trouvé cette scène assez étrange et incongrue, voire même un petit peu déplacée. Je comprends pas très bien pourquoi les techniciens font ça, parce que ça c'est mon côté très prosaïque, mais du coup est-ce que ça ruine pas l'enregistrement ? Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange. Chanson suivante, la ballade It's a New World, donc chantée par Vicky à Norman. Ouais, c'est une très belle chanson, intime, voilà, ils sont dans une chambre, et ça va être un plan séquence qui nous laisse admirer la voix de Judy, c'est très bien aussi. Et à noter qu'il y a une sorte de dark reprise à la fin, puisqu'elle va rechanter cette chanson lorsqu'ils sont dans leur maison au bord de la mer, et c'est un moment très tragique, il va entendre la voix de Judy chanter à nouveau cette chanson, qui symbolisait, plutôt au début du film, leur bonheur. Ensuite, advient un de mes, personnellement, numéros favoris du film, une longue séquence intitulée Someone at Last, qui est un de ces numéros assez, là encore, typiques de la comédie musicale, qui sont pas tant une danse que plutôt un numéro autour d'accessoires, où on va faire finalement émerger du merveilleux à partir d'objets du quotidien.
Je vous renvoie au livre de Fanny, That's Entertainment, où elle analyse ce numéro de manière très précise. C'est un numéro génial où Vicky recrée pour son mari le numéro sur lequel elle travaille dans son dernier film. Encore une fois, c'est très méta, c'est très difficile à expliquer. C'est très chouette, elles chantent en pyjama dans leur salon, tout en décrivant le numéro au fur et à mesure, et ça va être une manière pour le film de se moquer des big production numbers, des comédies musicales. Même à un moment, elle évoque la notion de dream sequence. Elle évoque vraiment des choses hyper précises, et bon, c'est toujours cette idée que c'est d'autant plus rigolo que c'est vraiment des choses que font les studios qui produisent des comédies musicales, avec parfois des références musicales directes. On entend par exemple à un moment quelques notes qui rappellent An American in Paris, quand on dit qu'elle va être à Paris, au Brésil. C'est un tour du monde musical de tous les numéros musicaux inventés par la comédie musicale hollywoodienne classique. Enfin, dernier numéro, là aussi extrêmement méta, le numéro Lose That Long Face. Moi, c'est un numéro que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une des rares fois, je trouve, dans la comédie musicale hollywoodienne où on voit comment on filme, enfin, plutôt comment on tourne, pour être plus juste, une comédie musicale avec la diffusion sur le plateau de sons en playback. Tout à fait, c'est un numéro envers du décor, puisque c'est en réalité donc le tournage d'un des numéros d'un des films de Vicky. Donc dans le film, elle est habillée en clocharde, entre guillemets, ça fait un petit peu penser à A Couple of Swells de Easter Parade. Et elle chante et danse avec des gens dans la rue, la rue entre guillemets, on est dans un studio de cinéma. Et on la voit tourner en entier le numéro, c'est assez fort. Hein. Puis ensuite, elle va dans les loges, il y a une discussion intense entre Vicky et le directeur du studio à propos de Norman, qui va bouleverser Vicky. Puis ensuite, on revient sur le tournage, où elle tourne à nouveau la fin du numéro, et elle doit faire bonne figure. Elle chante de manière hyper enjouée, un numéro qui encourage les gens à ne pas être tristes. Get your long face lost. Une long face, ça veut dire un visage triste. Alors qu'à ce moment-là, elle est hyper triste, elle doit démontrer de la joie. Donc je trouve que c'est très très émouvant, et il y a la double lecture du numéro, c'est très intéressant. Oui, c'est précisément à ce moment-là qu'il balance le son donc, de la chanson qui a déjà été enregistrée, où donc elle est hyper enjouée. On la voit sécher ses larmes et reprendre, donc caler ses mouvements de lèvres sur la chanson à la fin de la séquence. Ouais, c'est vraiment très très fort, je trouve. Moi aussi, c'est une séquence que je trouve assez bouleversante. Et apparemment, je crois que j'ai lu quelque part que lorsque Judy a tourné la scène où elle est dans sa loge, là, où, voilà, c'est une scène déchirante, hein. Sur le tournage, tout le monde était un peu médusé, tellement l'intensité de l'interprétation de Garland était impressionnante. Waouh! Mais justement, parle-nous du tournage du film, Fanny. Alors ça fait partie de ces tournages très mouvementés, mais j'ai l'impression presque comme tous les films de Judy Garland, en partie liés, on va dire, à ce qu'on connaît de Judy de façon un petit peu habituelle, ses insécurités, ses retards, aussi liés à l'inexpérience de Sid Luft en tant que producteur, donc ces deux facteurs vont beaucoup exaspérer Warner Brothers. Mais c'est un tournage dont le caractère mouvementé et aussi le fait de Warner eux-mêmes qui sont tout à fait indécis sur ce qu'ils veulent faire du film, et notamment parce que, bon, on l'a déjà dit, mais ce milieu des années 50, c'est une période vraiment de turbulence pour le cinéma hollywoodien qui remet fondamentalement son modèle économique en cause. Par exemple, petit aléa de production, après un mois de tournage, des chefs de Warner Bros. Décident que A Star is Born sera le premier film Warner Bros. En cinémascope, donc le format large populaire à l'époque. Il faut donc tout recommencer et refaire toutes les prises faites pendant ce premier mois de tournage. Warner Bros. Avait aussi à l'époque envisagé d'utiliser le Warner Color, donc le procédé de couleur maison du studio. Finalement, on partira sur le Technicolor, beaucoup plus sûr, et heureusement, puisque on va dire un des aspects très plaisants du film sont évidemment ces couleurs et ce Technicolor magnifique. Il faut savoir que Cukor n'était vraiment pas fan du format large. Il trouvait notamment que ce format très large n'était pas du tout approprié à l'intimité qu'il recherchait pour A Star is Born dans de nombreuses scènes. Donc il s'arrangeait souvent en fait pour placer un petit peu des ombres sur le côté, comme pour finalement réduire le cadre. On voit ça notamment dans The Man That Got Away.
Je pense qu'il s'en sort plutôt bien de cette contrainte, on va dire, du cinémascope, puisque évidemment, Star is Born, même si on a plusieurs grandes scènes spectaculaires, on n'est pas du tout dans un film épique, dans un film à grand spectacle, comme ont beaucoup été produits à l'époque. Ou même, on est sur une comédie musicale qui, à l'exception de Swanee, aussi un petit peu de Loose at Long Face, mais bon, on va dire que quand même dans un contexte d'enregistrement backstage, c'est pas tant une comédie musicale qui va avoir des grands numéros d'ensemble spectaculaires par rapport à d'autres de la même époque. Alors parlons maintenant de ce qui s'est passé à la sortie du film et quelle a été sa réception. Alors, on l'a dit, c'était le film du retour de Judy Garland. Un petit peu le test de savoir si elle allait ou non être accueillie à bras ouverts par Hollywood. Le film a reçu de nombreuses critiques positives, et notamment la performance de Judy Garland, au point qu'elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais malheureusement, elle ne l'a pas reçu. Elle a perdu face à Grace Kelly, qui donc a remporté cet Oscar pour le film The Country Girl. Et au moment de la cérémonie des Oscars, en fait, Judy, elle venait juste d'accoucher de son fils Joseph Luft, et donc elle ne pouvait pas venir à la cérémonie, et une équipe de télé était présente dans sa chambre d'hôpital pour filmer son discours de remerciement. Mais discours de remerciement qui du coup n'a pas eu lieu, donc ils sont repartis fissa, ça devait être un moment très très gênant. Bon, on va pas faire nos mauvaises langues, mais il se pourrait que le fait de ne pas avoir accordé l'Oscar à Judy soit avant tout une vengeance de l'Académie à l'égard de Warner Bros. Mais bon, on ne dira rien. En tout cas, il se pourrait aussi que Groucho Marx ait téléphoné fissa à Judy Garland et qualifié l'événement du plus grand hold-up depuis celui de Brinks, qui était donc un hold-up qui s'était produit au début des années 50 à Boston et qui avait été surnommé le hold-up du siècle. Alors, maintenant, on va vous parler de quelque chose de très spécifique à ce film, c'est à quel point il a été malmené et à quel point il y a des versions multiples, différents montages du film. Fanny, est-ce que tu peux nous faire un peu la chronologie de ces différentes versions ? Oui, alors la toute première version, le tout premier montage de Star is Born durait 196 minutes, donc plus de 3 heures. Un film extrêmement long donc, et en dépit des très bons premiers retours qu'avait reçu ce premier montage lors des projections test, le film a été légèrement réduit, donc à 182 minutes, donc tout juste 3 heures pour sa première à New York. Là encore, les critiques étaient très bonnes, mais Warner n'était toujours pas satisfait. Ils étaient inquiets de sortir un film aussi long, parce qu'évidemment un film plus long, ça limite le nombre de séances qu'on peut faire tous les jours. Et ils vont décider de faire des coupes drastiques dans le film, alors que, donc comme tu l'avais dit tout à l'heure Anna, Cukor n'est plus là, il est déjà parti en Inde pour les repérages de Bonnie Junction. Et donc le film est en quelque sorte massacré, on va enlever une bonne demi-heure, puisqu'il sera réduit à 154 minutes, donc à peu près 2h30, coupant plusieurs numéros, en coupant aussi plusieurs scènes essentielles, et cette version de 2h30, c'est longtemps celle qui a prévalu. C'est celle qui a prévalu jusqu'aux années 80, où en fait on a un archiviste, conservateur, historien du cinéma, Ronald Ever, qui travaillait alors comme directeur du film au Los Angeles County Museum of Art. Donc c'était quelqu'un qui était donc évidemment très cinéphile, qui avait entendu parler du fait qu'il existait une version plus longue de Star is Born, mais version que ni Cukor ni Judy Garland n'avaient possédée. Vraiment, il n'y avait pas de copie disponible de cette version. Et lui, sa petite idée, c'est donc d'arriver à reconstituer cette version. Bon, en fait, c'est un projet qui mûrit depuis le début des années 70, mais il faut attendre en fait le début des années 80, plus précisément 81, pour que l'Académie des Oscars lui apporte son soutien et fasse en sorte qu'il puisse enfin avoir accès aux archives de la Warner Bros. Donc, et à ce fameux coffre-fort, ce fameux vault de tous les films et de tous les rushs qui existent encore. Donc il va vraiment fouiller à fond ses archives et reconstituer, parce qu'il arrive à reconstituer pendant plus de 6 mois. Il va donc retrouver plusieurs numéros manquants, notamment donc les 2 numéros musicaux complets qui sont Here's What I'm Here For et Lose That Long Face, dont on vous a parlé, qui n'était
originellement pas dans la version de 2h30. Il va aussi retrouver une bande sonore stéréophonique du film dans la bibliothèque sonore de Burbank. Donc il va réussir à reconstituer un peu moins des 30 minutes qui ont été supprimées, puisqu'il reste malgré tout 7 à 8 minutes de séquences qui correspondent à certaines scènes du film et qui n'ont jamais été retrouvées. Et en fait, plutôt que de choisir de carrément supprimer ces scènes, Ever va faire le choix de les ressusciter partiellement, on va dire, en utilisant des photos du film, photos de tournage, sur lesquelles il va superposer la bande-son, parce que donc la bande-son, on l'a retrouvée en intégrale. Donc c'est quelque chose d'assez composite, d'assez étrange, parce que donc il y a des moments du film qui ne sont pas des séquences de cinéma, mais qui sont donc des photos avec par-dessus du son. Bon, faut voir pour se rendre compte de ce que ça peut donner. Mais donc, en 83, a été projetée pour la première fois donc cette version reconstituée de 176 minutes devant des invités de prestige, parmi eux James Mason, Liza Minnelli et Lorna Luft. Et c'est donc ce montage-là, dont on vient de vous parler, qu'on verra en salle lors de Cinéma Club du 15 janvier, et qui est la version qu'on peut voir en salle actuellement dès que le film est diffusé. Oui, c'est la version vraiment qui fait foi depuis cette restauration historique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'Académie des Oscars a vraiment apporté ce soutien à Star is Born ? C'était aussi une façon, on va dire, de sensibiliser le public à ces problématiques de restauration et de l'importance aussi de la conservation des archives filmiques. Donc c'est presque un cas d'école sur cette question de la restauration. Et donc Ever, l'historien dont vous a parlé, Ronald Ever, il a publié tout un livre que j'ai pas eu le temps, pour être totalement honnête, de lire en entier, mais dont le début au moins est absolument passionnant sur à la fois la fabrication du film de 54, mais aussi cette restauration historique de 83. Et d'ailleurs, il faut savoir que la restauration, c'est ce fameux processus qui n'est presque jamais terminé, puisque juste après que la version de 83 soit sortie, littéralement quelques mois après, à l'occasion de recherches pour un documentaire sur Judy Garland diffusé à la télévision américaine, on a encore retrouvé quelques minutes supplémentaires de Star is Born, un petit bout de la séquence Born in a Trunk, qui ne fait donc pas partie de la restauration de 83, puisque le film était sorti juste avant, mais qu'on peut voir sur YouTube. C'est un bout de la partie où elle raconte son enfance, et notamment le fait qu'elle faisait des spectacles avec ses parents dans le circuit vaudeville. Enfin bref, peut-être on finira vraiment par retrouver toutes les minutes manquantes de Star is Born. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ces fameuses séquences photographiées puissent enfin prendre vie, mais bon, ça, a priori, ça a l'air d'être quand même assez compromis. Et donc, c'est un film qui a été, en plus de tout ça, restauré en 2020. Donc, c'est une version absolument splendide que nous pourrons voir lors du prochain Olvadia Cinema Club. Alors, désormais, passons à notre analyse du film. Alors attention, spoiler dans cette section, si vous connaissez pas le film, mieux vaut attendre de l'avoir vu avant de nous écouter déblatérer sur tout ce dont le film parle. Alors ce film, on l'aime particulièrement aussi, peut-être avant tout, parce que c'est un de ces grands films sur Hollywood, avec plein de topos, de ces films sur Hollywood, les soirées de première, les scènes de casting, les scènes de makeover, le côté rôle de la providence dans la construction d'une carrière d'acteur ou d'actrice, le caractère impitoyable de l'industrie. Bon, c'est des choses, des éléments de l'intrigue qu'on retrouve dans plein de films de l'époque. C'est un film aussi extrêmement cruel sur l'industrie elle-même. Ça peut par certains côtés faire penser évidemment à Sunset Boulevard ou à tous ces autres films, ces grands films, ces métafilms du début des années 50, on en a 1000 fois parlé, qui parlent d'Hollywood. Bon, en plus, si c'est une tendance qui s'accentue depuis les années 50, c'est aussi quelque chose qu'Hollywood fait depuis ses débuts, de parler de sa propre histoire. Ça participe évidemment de la construction de sa propre mythologie par l'industrie elle-même. Ça participe aussi de ce fameux phénomène de démystification, remystification dont parle Jane Foyer, à savoir de faire mine de dévoiler les coulisses de l'industrie pour mieux utiliser le pouvoir fascinant d'Hollywood. Oui, alors justement, dans ce que tu dis sur ce portrait cruel de l'industrie, etc., ça m'a étonné en voyant le film
de voir que le personnage du directeur du studio, Oliver Niles, est étonnamment sympathique et bienveillant. Il veut vraiment aider Norman, il va le voir à la fin lorsqu'il est très mal, etc. Il veut vraiment le sauver. Et à l'inverse, on va avoir un personnage qui va être le méchant de l'histoire, le personnage de Libby, le fameux marketeur, qui est montré comme très cynique. Il veut faire de la pub sur leur vie privée, sur leur mariage, mais aussi sur la mort de Norman à la fin. Je sais pas si cette insistance à montrer le producteur comme sympathique, parce qu'on retrouve la même chose dans la version de 1937, on va y revenir. C'est peut-être l'ultime résistance d'Hollywood à se montrer sous son jour le moins sympathique. Comme si il y avait nécessité de dire que même si le système était, lui, impitoyable, il reste dans l'industrie quelques individus de sympathiques et de bienveillants. Je sais pas, je me l'explique pas autrement, en fait. Et par rapport à ce que tu disais sur tous les films qui parlent d'Hollywood à cette période, donc Sunset Boulevard, All About Eve, Les Ensorcelés, La Comtesse aux pieds nus, Chantons sous la pluie, voilà, comme tu disais, il y a énormément de films qui parlent de Hollywood à cette période-là, et c'est marrant parce que la première scène de Star is Born fait énormément penser à celle de Chantons sous la pluie, en fait. Avec la grande soirée de gala, avec un speaker, où les stars arrivent les unes après les autres en voiture, puis saluent leurs fans qui sont rassemblés là, puis ensuite parlent au micro, c'est rigolo. Alors, ce qui est très rigolo aussi, c'est que donc cette scène de Chantons sous la pluie, donc la scène d'ouverture de Chantons sous la pluie, elle reprend justement l'avant-dernier plan de la version de Star is Born de 1937. Et en particulier, elle reprend le matte painting, donc en fait le décor tout simplement du Grauman Chinese Theatre. Donc bon, ça aussi, c'était un procédé très courant dans les studios que de recycler, on va dire, les production art existants. Mais ça montre aussi la proximité entre tous ces films. En revoyant le film, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que je me souvenais pas en réalité que c'était aussi dur. Évidemment, c'est une comédie musicale, mais c'est peut-être avant tout un grand mélodrame. Enfin, moi, j'étais vraiment marquée par la résilience de Judy jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé aussi un très grand parallélisme avec un film que j'aime beaucoup, qui est le film Stella Dallas de King Vidor en 1937. Notamment cette fameuse scène où Norman entend Vicky et Oliver parler de lui, il comprend qu'il est un frein, un boulet finalement à ce moment-là pour la carrière de sa femme, et il décide de disparaître pour lui permettre de poursuivre sa vie et sa carrière. Et en fait on a aussi la même scène où on voit le personnage entendre les autres parler de lui dans la version de 1937 de Star is Born. Et donc comme Stella Dallas c'est aussi de 1937, je me suis dit il y avait peut-être vraiment quelque chose de... une influence tout à fait reconnue et mutuelle entre les deux films. Parce que bon, dans Stella Dallas, encore une fois, on a cette même scène où la mère, en fait, entend les copines de sa fille mal parler d'elle, et elle comprend à ce moment-là qu'elle handicape socialement sa fille pour intégrer, on va dire, une classe sociale plus élevée, et elle décide à ce moment-là de se retirer et de disparaître. Oui, c'est une scène, une grande scène de mélo. C'est absolument bouleversant lorsque Vicky explique à Oliver que ok, peut-être que ça interrompt sa carrière, mais elle veut absolument prendre soin de Norman, elle dit qu'elle lui doit tout, etc. Et donc il comprend que s'il continue à vivre, en gros, elle ne pourra pas, elle, continuer sa carrière et sa vie. Donc c'est vraiment très émouvant. Une autre scène qui est particulièrement émouvante et dure, je trouve, dans le film de 54, c'est la scène où Vicky reçoit un Oscar et que Norman déboule dans la soirée totalement saoul et lui l'embarrasse et lui gâche son moment jusqu'à un moment où il a un espèce de grand geste et elle manque de se recevoir une baffe dans la figure. Quand cette scène a commencé, j'étais en mode non, ça va pas arriver. Enfin voilà, ça m'angoissait prodigieusement parce que je trouve que c'est très douloureux à regarder pour les personnages. Oui, moi ça m'angoisse de ouf, ce genre de scène où les personnages sont hyper gênants, l'autre personnage est super gêné, enfin je cringe énormément. Et oui, c'est très dur, et d'ailleurs c'est une scène très marquante qui se retrouve dans toutes les versions de Star is Born parce que c'est très parlant quoi. Je voulais revenir sur la thématique, on va dire Pygmalion, d'une étoile aînée.
puisque Norman va aider Vicky à se conformer aux attentes des studios et va favoriser son succès. J'aime bien notamment la scène où il corrige son maquillage. En fait, à un moment, il y a 2 maquilleurs de studio qui ont pris en charge, entre guillemets, Vicky, et qui lui barbouillent le visage, l'affublent d'une perruque très moche, etc. Et Norman, il dit, oula, ça va pas du tout, et en fait, il la met devant un miroir, etc., et il l'aide à revenir à quelque chose de plus naturel. Je pense que c'est quelque chose qui est assez cher à Cukor, c'est ce que Cukor avait fait pour Garland sur le Magicien d'Oz. Et il prend soin d'elle, et il s'avère être assez bon dans cette activité de maquillage, qui est une activité plutôt codée comme féminine. Je trouve que c'est une très belle scène. Et les rapports de genre, en fait, sont un thème central dans A Star is Born. On a un mari qui se sent humilié, même si c'est pas vraiment volontaire, mais il se sent humilié par le succès de sa femme. Et donc il y a notamment un moment célèbre, juste après le fameux numéro Sans Moins At Last. C'est un numéro qui montre la grande complicité entre eux, et en fait ils sont interrompus ensuite par la sonnette. On sent qu'il va se passer quelque chose qui va un peu tout faire basculer à ce moment-là, je trouve. Donc ça sonne, Norman va réceptionner un colis pour Vicky, et le livreur l'appelle Mr. Lester. Il lui donne le nom de sa femme. Et ça va être le début de sa replongée dans l'alcool, même s'il est déjà en difficulté puisqu'il a été renvoyé du studio, mais c'est un peu le moment où tout va partir à volo, quoi. On retrouve exactement la même scène, non seulement dans la version de 1937, mais aussi dans Funny Girl, où on a à un moment donné le personnage de Nick Arnstein qui est appelé Mr. Bryce. Je me suis demandé là aussi si c'était une allusion voulue à Star is Born. Oui, c'est vrai qu'il y a des proximités thématiques avec le mari qui supporte pas que sa femme ait du succès alors que lui est en difficulté. Mm. Et Norman se sent également humilié puisque Libby, donc le fameux personnage pas très sympa là, va lui parler. En gros, ils se rencontrent à une course de chevaux, je crois, et il lui dit qu'il est entretenu par sa femme, et donc c'est quelque chose qui est absolument inadmissible pour un homme. D'ailleurs, ils vont finir par se taper dessus les deux. Donc on a vraiment cette thématique-là qui est mise en avant. Sur les rapports hommes-femmes, je voulais juste dire très rapidement que j'aimais bien l'amitié entre Vicky et Danny. Donc Danny, c'est son pianiste au début là qui joue dans son groupe, et qui la suit toujours dans ses histoires, qui lui remonte le moral, qui est toujours un peu là, quoi. C'est assez rare, mine de rien, même encore aujourd'hui, les amitiés hommes-femmes au cinéma, donc moi je suis toujours contente de ça. J'ai l'impression que c'est pas la seule fois, pour le coup, dans les comédies musicales de Judy Garland où elle se trouve un bon poteau comme ça dans les collègues. Dans Formé and Mygal, tu vois, il y a aussi les membres de sa troupe du début Oui. qui l'entourent et la supportent, même dans son choix après de partir avec le personnage de Gene Kelly. Donc c'est aussi lié au côté good sport de Judy Garland, quoi, la bonne copine. Qui ne voudrait pas être poteau avec Judy, franchement. Bah voilà. Et simplement, là, pour dire que, donc, on a le thème de l'alcoolisme qui est très important dans ce film, relativement rare à Hollywood, même s'il y a quelques films marquants, comme Le Poison de Billy Wilder, Le Violent de Nicholas Ray. Ou le film Cat on a Hot Tin Roof, que je cite beaucoup en ce moment avec Anna. Film que j'aime beaucoup des années 50, l'adaptation, bien évidemment, de la pièce de Tennessee Williams avec Elizabeth Taylor et Paul Newman. On peut aussi penser à ce curieux film Young Man with a Horn, en français La femme aux chimères, film musical mais dramatique, donc on a déjà, on va dire, ce virant dramatique de la comédie musicale dès le début des années 50 avec Kirk Douglas, Lauren Bacall et Doris Day. Un film assez sombre dans lequel donc le personnage principal devient alcoolique, et un film qui apparemment traite aussi de bisexualité entre Lauren Bacall et Doris Day. Mais je vous avoue que c'est tellement subtil que lors de mon premier visionnage, je l'avais pas vu. Mais voilà, tu m'intrigues. Curiosité peut-être à revoir. Aussi d'ailleurs un film Warner de ce tout début des années 50. Ok. Dans Une étoile aînée, il y a plusieurs scènes où l'ivresse du personnage va causer des problèmes. Ça va aussi montrer les difficultés du personnage à arrêter, puisqu'il finit par replonger. Il y a même une scène en rehab, puisqu'à la fin, Norman va se faire soigner dans un centre pour personnes alcooliques, donc c'est vraiment mise en scène sans fausse pudeur, quoi. De même que le thème du suicide, qui surprend, je trouve, dans le cadre du Hollywood du code Hays, surtout la notion de suicide réussi, on va dire. C'est rare également à Hollywood, mais pas totalement absent. Il y a des mélodrames comme La fièvre dans le sang, ou des films noirs comme Péché mortel, qui mettent en scène cette notion de suicide, mais voilà, c'est quand même assez notable. Bon, bien sûr, faut rappeler que tout ça était déjà présent dans le film original de 37, et d'ailleurs, parlons-en un peu plus en détail.
Donc, la première version de A Star is Born, c'est la version de 1937, puisque le scénario de Moss Hart est en fait une adaptation de ce film original de 1937, dont le scénario était signé Robert Carson, Dorothy Parker et Alan Campbell, d'après une histoire de William Wellman et Carson. Le film est produit par David O. Selznick et réalisé par William Wellman. Janet Gaynor et Frederick March, donc dans les deux rôles principaux, ont tous deux été nommés aux Oscars. C'est une version qui n'est pas musicale, c'est avec le film de 54 que ça va devenir une comédie musicale et que ça va le rester dans les versions suivantes. C'est un film qui est globalement très très proche de la version de 54, puisque déjà, tout comme celle de 54, elle se passe dans le milieu du cinéma, tandis que donc, comme on vous l'a dit, les deux autres versions se déroulent dans le milieu de la musique. Oui, plusieurs scènes et dialogues sont repris quasi identiquement en 54. La scène où il lui prépare des sandwichs, puis l'arrivée du livreur qui l'appelle Monsieur Lester, la scène au tribunal où le juge fait la morale à Norman, la scène de la sortie de l'enterrement avec Vicky en noir qui sort et les fans qui l'assaillent. Oui, la comparaison entre les deux films permet aussi de mesurer les spécificités des interprétations de chacune des stars. Personnellement, j'ai trouvé que le jeu de Mason était finalement assez proche de celui de Frederick March, alors que Judy allait clairement beaucoup plus dans le mélo que Gaynor. Je trouvais évidemment l'interprétation de Judy beaucoup plus poignante, même si j'ai beaucoup aimé le film de 1937 et bien aimé aussi l'interprétation de Gaynor. Elle est vraiment davantage dans la retenue, et notamment lors de cette scène aussi très très poignante du cri qu'elle pousse parce que lors de l'enterrement de Norman, il y a un des spectateurs, enfin des passants, des badauds qui se pressent autour d'elle, qui lui arrache son voile pour voir son visage. Je trouvais que le cri de Garland était vraiment déchirant et désespéré par rapport à celui de Gaynor, qui même si elle crie, elle est malgré tout beaucoup plus dans la retenue, comme dans l'ensemble du film. Et donc même si on a des grosses similitudes entre les deux films, on a aussi quelques changements particulièrement importants. Alors on a un élément qui n'est pas du tout dans la version de 54, c'est qu'on voit la vie d'Esther avant qu'elle aille à Hollywood. Elle veut faire carrière dans le cinéma, mais ses parents désapprouvent, et c'est sa grand-mère qui lui donne de l'argent pour partir. C'est une très belle scène. Je me suis dit, tiens, ça passe le Bechdel test direct, quoi, avec la jeune femme et sa grand-mère, ce qui n'est pas le cas de la version de 54, faut le noter, où il y a très peu de personnages féminins importants en dehors de celui de Judy. Puis, donc, le personnage arrive à Hollywood, s'installe dans une pension, rencontre Danny, qui ici est un assistant réalisateur en manque de boulot. Oui, et on la voit vraiment débuter finalement dans sa carrière, alors que dans la version de 54, Esther est déjà une professionnelle accomplie dès le début du film, même si donc elle est chanteuse et non pas encore actrice. Et autre différence à la fin, c'est la fameuse grand-mère qui va donner à Vicky le courage de reprendre sa vie et sa carrière, alors qu'en 54, c'est son amie Danny. Et cette version de 1937 est, comme celle de 1954, extrêmement méta sur l'industrie hollywoodienne, voire même peut-être encore plus. Oui, alors notamment elle se termine, ça m'a vachement surpris, sur une image de son propre scénario, puisque donc après la dernière scène, on voit apparaître à l'écran le texte de la séquence qu'on vient de voir. Alors là, on est dans une dimension commentaire de Hollywood sur soi-même, portée à un summum absolu, quoi. Et on avait ça aussi au début du film, où on ouvre sur le scénario. Ah oui, t'as raison. Ça entoure Ouais. toute la production. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les allusions sur les pratiques de l'industrie. À un moment donné, on nous montre une projection test, on nous montre aussi l'arrivée des courriers de fans au studio et combien aussi l'évaluation de la masse de courriers reçus par les différents acteurs et actrices sert au studio à mesurer la popularité de chacune. J'ai trouvé que c'était aussi presque documentaire. Bon, évidemment, c'est toujours une mise en scène d'Hollywood qui raconte sa propre histoire, mais c'était très très précis en fait dans ses allusions aux pratiques de l'industrie. Oui, ça permet de voir un peu comment ça se passait en vrai à l'époque. Dès 1937, en fait, c'est toujours ça. Ouais, complètement, ouais. Passons aux versions suivantes. Apparemment, il existe une version téléfilm d'Une étoile aînée tournée en 51. Alors là, j'ai découvert ça. J'avoue que je ne l'ai pas vu. Mais personne, parce que je trouve très très peu d'infos. Je crois que cette version est perdue dans les limbes des archives de la télévision américaine. Mais voilà, ça existe, apparemment. Ensuite, on a donc le film de 76, réalisé par Frank Pearson, coproduit par Barbara, qui joue donc le rôle principal, avec Chris Christopherson dans le rôle du personnage masculin.
Donc là, on va passer de Hollywood à l'univers de la musique, plutôt musique type pop-rock. Et donc on a 2 chanteurs, chanteuses dans les rôles principaux. Pourquoi ce changement, je me suis demandé, peut-être l'idée que le star system de Hollywood dans les années 70 n'est plus vraiment en place, et que cette histoire, elle est désormais plus adaptée au business de la musique. À noter que les personnages changent de nom, ils s'appellent John Norman Howard et Esther Hoffman, et ils ont pas de pseudonyme d'ailleurs, contrairement à Vicky et Norman. C'est une version, j'ai eu l'impression qu'elle se voulait un peu féministe, entre guillemets, puisque on a un personnage féminin qui s'affirme davantage, bon, même si elle pardonne à son mari une infidélité en 2 secondes chrono, ça m'a un peu paru bizarre. Mais de manière générale, ça fonctionne pas trop, je l'ai trouvé assez ennuyeux, le film, les personnages sont pas très attachants, ils sont vraiment très refermés sur eux-mêmes, il y a pas vraiment d'équivalent du personnage de Danny, par exemple, le personnage féminin est très seul, et il y a aussi moins le côté publicité, marketing qui va mettre la pression sur les personnages. Moi aussi, j'avoue que j'ai trouvé ça absolument interminable. On a des scènes de concert multiples et beaucoup trop longues. Et j'avoue que le fait que ça ne nous montre plus les dessous de Hollywood m'a évidemment beaucoup moins intéressée. Et alors, spoiler alerte, pour ceux que ça intéresse tout de même de voir cette version, la fin est beaucoup moins émouvante. J'ai trouvé on n'a pas vraiment la rédemption, entre guillemets, du personnage masculin. D'ailleurs, c'est même pas très clair qu'il se suicide, puisqu'il a un accident de voiture, en réalité. Je suppose qu'on est censé comprendre qu'il a volontairement provoqué l'accident, mais c'est beaucoup moins explicite et du coup ça perd tout son sens. Et donc à la fin, l'héroïne est annoncée sur scène comme étant Esther Hoffman Howard, donc c'est double nom, son nom et celui de son mari. Là aussi, c'est peu féministe apparemment. Mais bon, Barbara chante bien et ça se termine sur 2 chansons entièrement filmées en plan rapproché sur elle. J'ai trouvé ça étonnant. Il y a 0 contre-chant tellement elle est magnétique, ça c'est plutôt une jolie fin je trouve. On est clairement dans un film entièrement conçu comme véhicule des chansons de Barbra Streisand. D'ailleurs c'était un gros succès au box-office et la chanson Evergreen, composée par Barbara, a été un tube et elle a reçu le prix de la chanson de l'année aux Grammys. Et enfin, une toute dernière version de Star is Born a été réalisée récemment puisqu'elle date de 2018. Film de Bradley Cooper. Ouais, on en a parlé dans notre épisode bilan de l'année 2018, donc si vous voulez un petit peu les détails sur notre avis, vous pouvez aller écouter cet épisode. Donc, dans cette version, ça reprend l'idée du monde de la musique, ici plutôt dans l'univers country. Le personnage masculin s'appelle à nouveau Maine, mais ici il s'appelle Jackson Maine, ça fait peut-être un peu plus country. Et le personnage de Lady Gaga, donc, s'appelle Ali. L'apport de cette version, on va dire majeur en termes de différences scénaristiques, c'est le personnage du frère de Jackson, qui est aussi son manager, avec qui il a une relation compliquée, et ça va apporter une backstory au personnage masculin, pas inintéressante, et c'est d'ailleurs ce personnage de frère qui va soutenir Ali à la fin. On avait été dans l'ensemble pas très convaincus par le film, mais peut-être cet aspect-là était le plus touchant, on va dire. Et dans la scène finale, donc l'héroïne va se présenter comme Ali Maine, donc son nom à lui, mais son prénom à elle. C'est un film qui a eu du succès, qui a plutôt bien marché, dont les gens se souviennent quand même, et notamment la chanson Shallow, écrite par Lady Gaga, a très très bien marché. Comme pour la version Barbara, c'est aussi à chaque fois l'occasion de sortir un tube issu du film. J'avoue que le fait d'avoir revu toutes ces versions de Star is Born m'a aussi donné envie de revoir la version de 2018, que j'avais peut-être un peu trop vite jugée à l'époque, parce que j'avais, on va dire, que le film de 54 comme point de comparaison. Oui, alors c'est sûr que en voyant la version de 76 qui n'est pas très bonne, je me suis dit tiens, peut-être que celle de 2018 finalement apporte quelque chose d'intéressant. Donc effectivement à revoir, et puis on attend dans 10 ans, 20 ans une nouvelle version qui se passera, je sais pas, dans le monde de je ne sais pas quoi, puisqu'on ne sait pas qui aura du succès dans 20 ans. Eh bien merci de nous avoir écoutés, c'est fini pour cet épisode sur A Star is Born, mais ce n'est pas fini pour le film. Oui, puisque si vous êtes sur Paris le 15 janvier, n'hésitez pas à venir à l'Archipel pour assister donc à notre projection du All That Jazz Cinema Club, donc la version de A Star is Born de 1954 avec Judy Garland et Jeff Mason dont on vient de vous parler pendant 1 heure. Et alors si je peux me permettre, si vous ratez cette séance et que par le plus grand des hasards vous êtes à Choisy-le-Roi le 26 janvier, je vais également, moi toute seule, présenter ce film. Voilà. Présenter ce film. Donc au cinéma de Choisy-le-Roi, le jeudi 26 janvier à 20h. Voilà, on sait jamais. Voilà, et bien merci beaucoup. On le dit pas toujours, mais si vous le voulez, si vous le pouvez, partagez, mettez-nous des étoiles sur les différentes plateformes de podcast.
Mettez-nous des commentaires sur Apple Podcast, répondez-nous sur les réseaux sociaux. Nous, on est toujours super contentes d'avoir vos retours et vos encouragements. À très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut!